Donc on va parler de la place de la légitimité dans la relation accompagné-accompagnant, accompagnant-accompagné. Donc l'objectif, ça va être de présenter ce concept de légitimité entrepreneuriale et comment finalement cette notion est centrale dans le quotidien des accompagnateurs que nous sommes tous et toutes, sans que finalement on en ait vraiment conscience que cette légitimité entrepreneuriale finalement est un fil rouge dans l'accompagnement qu'on va donner à nos entrepreneurs, parce qu'on le voit apparaître généralement par petites touches et par ponctuation. On va le voir quand l'entrepreneur va se poser la question de sa légitimité à entreprendre, sa légitimité à se positionner dans son environnement, sur un marché. Elle reviendra un peu plus tard dans son parcours sur des étapes un peu cruciales que sont le développement d'une stratégie, qu'elle soit financière, qu'elle soit stratégie de communication ou stratégie de vente. Quelle légitimité on a dans ces constructions-là. Et l'accompagnateur, en fait, va guider tous ces questionnements-là. Et pour l'accompagnateur, lui aussi va se poser la question de la légitimité quand il va sourcer des projets, quand il va les analyser pour les faire rentrer dans sa structure d'accompagnement, pour délivrer du conseil. Ça va être aussi des questionnements qui vont arriver par petites touches. Et finalement, c'est un peu ce que nous enseigne la recherche, qui se pose cette question de plus en plus de la légitimité entrepreneuriale. Vous avez eu dans vos sacs d'ailleurs un article sur la légitimité des pépites, par exemple, donc c'est très actuel, on est en plein dedans. Donc cette recherche finalement commence à nous donner des outils pour pouvoir travailler cette légitimité dans l'accompagnement. Et effectivement, pourquoi cette recherche commence à se pencher sur ce sujet-là ? Parce qu'il y a des études qui font un peu rêver et qui montrent que quand un entrepreneur, enfin du moins une entreprise, s'occupe de sa légitimité entrepreneuriale dans les premières années de sa vie, elle a plus de chances de rencontrer le succès. Donc on a tout intérêt, si on part de ce postulat et de toutes ces études, de nous aussi s'intéresser à cette question-là et d'arriver finalement à la travailler, à la monitorer. Et donc pour cela, on verra qu'il y a des outils qui existent et que ce sera intéressant de s'en saisir. Et enfin, la légitimité en tant qu'accompagnant, on va se la poser aussi au niveau de nos structures, puisque finalement nos structures sont des entreprises comme les autres. Donc comment nous aussi, on peut se saisir de ces outils pour travailler notre propre légitimité entrepreneuriale. Et c'est une question qu'on se pose tout au long de la vie de nos structures, puisque on peut être dans le cas d'une structure qui se crée, mais d'une structure très ancienne. Et comment on fait pour finalement travailler ces questions-là aussi. Donc c'est ces trois thèmes qu'on va aborder aujourd'hui sur cette table ronde. Ce qu'est la légitimité entrepreneuriale, et on verra qu'on a tous un peu des définitions différentes. Donc on posera la question à nos panélistes et à notre témoin de la recherche. Deuxièmement, comment nous, on va aider à fabriquer cette légitimité entrepreneuriale pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Et enfin, comment on peut nous s'en servir. Donc je vais présenter nos trois intervenants du jour. Je vais commencer par Laetitia. Laetitia, tu es directrice de France Active RD depuis bientôt 15 ans. France Active RD fait du financement engagé, on reviendra sur cette notion tout à l'heure. C'est une structure qui compte 35 salariés et l'activité de France Active RD est répartie en 4 pôles d'expertise: TPE, quartier prioritaire de la ville, agriculture paysanne et impact positif. Avant ça, tu as été directrice d'un incubateur technologique aux mines d'Alès. Et avant ça, pour ceux qui s'en souviennent, tu travaillais à la Directe, qu'on appelle maintenant la DRETS. Franck, toi tu es directeur de l'accélérateur M, l'accélérateur métropolitain de Aix-Marseille. Tu as œuvré pour sa mise en œuvre en 2018, donc structure plutôt jeune. Et au sein de l'accélérateur, tu as 5 salariés avec une équipe élargie de professionnels qui gravitent autour de ton accélérateur pour accompagner les entrepreneurs. 3 activités également, accompagner des startups dans 3 domaines: industrie culturelle et créative, qualité de vie, urbanisme autour de la Méditerranée et port et économie bleue. Vous avez aussi d'autres activités, vous faites de l'open innovation et vous avez un programme de formation à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat. Avant ça, tu as été à la CCI de Aix-Marseille pendant 19 ans. Et avant ça, et je ne le savais pas, tu as été entrepreneur 2 fois.
d'une start-up et d'un commerce. Donc pareil, un point de vue hyper intéressant aussi que tu nous apporteras sur cette question-là. Et Amandine, tu es directrice opérationnelle de la chaire de la légitimité entrepreneuriale. Tu es aussi maître de conférence à Aix-Marseille Université, rattachée au CERGAM. Et avant ça, tu es originaire d'ici, puisque tu étais au LabEx Entreprendre. Et tout au long donc, de ces échanges, tu nous éclaireras un peu sur ce que dit la littérature et ce que dit la recherche sur ce thème. Donc, juste pour faire un petit effet de style, on va passer à la première question. Et on va parler tout de suite donc, de la définition de cette légitimité entrepreneuriale. Dès qu'on arrive à allumer le micro, absolument. Mais sinon, je vais te passer le mien, il n'y a pas de souci. Oui, je vais te passer le mien. Donc, je t'adresse la première question. Pour toi, c'est quoi la légitimité entrepreneuriale? Est-ce que tu peux nous donner une illustration de comment elle intervient dans ta structure d'accompagnement et auprès des entrepreneurs que tu accompagnes? C'est bon. Bonjour à tous, à toutes. Merci Marie. Alors, je ne vais pas m'aventurer, je ne vais pas démarrer tout de suite en vous proposant ma définition de la légitimité, parce que je pense qu'il y a des très bons experts sur cette table qui le feront mieux que moi. Par contre, sur le terrain, ce que je peux vous dire, c'est que si un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise ne se sent pas légitime dans sa capacité à se lancer, ça va évidemment pas marcher. Donc, partant de ce postulat, on ne croise pas que des chefs d'entreprise qui se sentent légitimes. Donc, qu'est-ce que nous, accompagnateurs, on est en capacité de faire pour les aider dans cette direction à développer leur légitimité? J'ai envie de vous parler d'un exemple. Alors, c'est qu'un exemple, hein, mais ça a le mérite d'être sur le terrain, puis ça va résonner, j'espère, d'une action que l'on mène qui s'appelle... Alors, Marie disait, notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans le financement solidaire. Et on a aussi donc c'est de façon individuelle, hein, on accompagne 600 entreprises par an, on donne des financements, on donne une vingtaine de millions sur 5 départements par an. On accompagne essentiellement en individuel et on a quelques actions collectives ciblées sur certaines thématiques. On a développé, il y a 2 ans, une action sur la thématique, sur les territoires des quartiers prioritaires de la ville en direction des femmes futures chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une étude dans laquelle on avait identifié que être une femme pour créer, c'est pas si simple. Quand on est une femme dans un quartier, je ne vous fais pas de dessin. Et donc on a un potentiel de ces femmes chefs d'entreprise dans les quartiers, mais elles partent de plus loin et avec plus de difficultés que les autres. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce que nous on peut faire pour les accompagner. On a monté une action qui s'appelle Les Essentiels, qui est une action d'accompagnement sur 12 mois, où on va chercher ces femmes très très en amont, celles qui sont planquées avec un projet de création dans la tête au sein d'une mission locale, au sein d'une association, etc. On va les identifier, leur faire sortir le projet avec tous les organismes partenaires avec lesquels on travaille. Et quand elles seront lauréates de cette action, les essentiels, on va leur mettre un espèce de package. Alors, comme on est financier, on va leur donner des sous. Mais on va surtout les accompagner pendant 1 an avec un programme de formation très très dense pour qu'elles traversent toutes ces étapes de création. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, ça c'est OK. Ce qui est un peu spécifique à cette action, c'est quand on a discuté avec ces femmes, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'elles avaient eu du mal à démarrer parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes, mais surtout parce qu'elles imaginaient la représentation que les gens avaient d'elles sur le fait qu'elle crée. Et donc ce qu'il fallait changer, c'était ça. C'est comment elle pense que les gens les regardent. Donc, comment je me sens légitime. Et donc on a démarré, avant de rentrer dans les éléments de business plan, de communication, de commerce, etc., on a d'abord pris le temps avec elle de travailler avec un coach, spécialiste en développement personnel, une coach absolument extraordinaire. Et on a travaillé avec elle la thématique de qu'est-ce que j'ai, comment je me rêve chef d'entreprise.
Et sur cette journée-là, donc c'est vraiment la thématique de la légitimité, mais c'était pas raconté. Pourquoi je suis là et est-ce que j'ai une raison d'être là? Parce que si elles en sont pas convaincues, jamais personne va les regarder comme ça, bien sûr. Donc dans ces 2 jours de coaching, la consultante a travaillé avec elles d'abord sur leur histoire. Donc on les a fait bosser sur « raconte-moi tes plus beaux succès », « raconte-moi les moments clés dont tu es fière dans ta vie », quelles sont les valeurs que tu as utilisées à ces moments-là de ta vie, quelles sont les compétences que tu as utilisées. Et elles ont rédigé tout ce qui les rendait fortes, tout leur potentiel, etc. Et déjà, elles conscientisaient cet espace-là. Ah, j'ai fait tout ça. Ah, même quand j'ai amené mes cousins à un tel endroit, c'est moi qui ai organisé la fête de famille, etc. Ah, donc j'ai su réunir du monde. Ah, j'ai su mobiliser des réseaux. Ah, puis j'ai su écouter aussi quand ça s'est pas bien passé. Donc à partir de leur propre histoire, on est parti de l'interne, du soi, pour aller après rencontrer l'externe. Donc on avait sur chacune de ces femmes la présentation de leur histoire et de ce qu'elles avaient de plus beau à raconter dans leur profil et dans leur parcours. Et après, on a travaillé, c'est quoi la superwoman de chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il nous faut comme compétence? Qu'est-ce qu'il nous faut comme valeur? Alors oui, il faut de l'écoute, il faut être adaptable, il faut être résiliente, il faut savoir manager, il faut savoir mobiliser des réseaux. Ça, c'est la super femme chef d'entreprise. Ah, mais attendez, regardez. Du coup, ça, vous savez le faire. Ça, vous savez le faire. Et on a fait les ponts entre leur histoire et toutes les compétences de savoir-être et de savoir-faire qui étaient nécessaires pour qu'elle soit la superwoman de chef d'entreprise. On a travaillé aussi dans ces ateliers des espaces individuels, des espaces collectifs, c'est-à-dire ces 15 femmes ont réagi par rapport aux histoires des autres et se sont aussi retrouvées et projetées. Et je crois que vraiment démarrer cette action avec cette impulsion-là, ça leur a donné l'énergie, la conscientisation. Donc moi, je suis convaincue qu'il fallait partir de là, c'est-à-dire qu'il fallait partir du soi pour les amener à « je projette ». Voilà, c'est qu'un exemple d'une action parmi tant d'autres. Donc légitimité entrepreneuriale, perception, révélation, perception de ses compétences, révélation et surtout comment les autres vont nous percevoir ou on pense qu'ils nous perçoivent. C'est des notions que tu rattaches autour de la légitimité. Ok, Franck, quelle est ta définition de la légitimité? Alors peut-être une petite précision pour expliquer aussi. Donc, dans ton accélérateur, vous avez travaillé avec la chaire de la légitimité et vous avez dès le début mis cette notion finalement au cœur de votre accompagnement. Donc, quelle est ta définition et comment ça évolue dans ta structure? Alors, je vais essayer de ne pas trop paraphraser ce qu'a dit Laetitia, mais beaucoup de choses se ressemblent évidemment. Il y a beaucoup de similitudes dans les approches. Alors, c'est pas au tout début de l'aventure de M que la clé, donc la chaire légitimité entrepreneuriale du CERGAM et donc de Aix-Marseille Université est intervenue. Ça a été en cours d'expérimentation des accompagnements que nous proposons. Avant cela, c'est de vous dire que un entrepreneur, avec un E ou pas à la fin, vous l'aurez compris, hein, j'arrêterai là à chaque fois cette précision, donc un entrepreneur ne se pose pas la question, en principe, s'il est légitime ou pas. Il pense qu'il l'est de facto. Donc c'est pas vraiment une question qui se pose. En fait, il va peut-être trouver dans le cheminement qui va être le sien, la trajectoire parfois tortueuse, il va trouver des éléments qui vont l'amener peut-être à penser qu'il est légitime. Mais ça ne s'exprime pas par ce terme un peu barbare de légitimité entrepreneuriale. Ça va plus s'exprimer par la confiance qu'il a en lui ou en elle, la foi qu'il a dans son projet. Il y croit, dur comme fer. Et s'il a cette foi, ça va le guider ou ça va la guider vers, il l'espère ou elle l'espère, le succès. Entre-temps, il y a quand même beaucoup d'étapes. C'est quand même le parcours du combattant, de devenir chef d'entreprise. D'ailleurs, on n'est pas chef d'entreprise qui veut. Et même s'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement, eh bien, ce n'est pas garanti que le porteur ou la porteuse devienne vraiment chef d'entreprise.
Alors à l'accélérateur M, oui, on a testé donc une méthode qu'on appelle Trinome, que je présenterai en masterclass tout à l'heure, qui repose sur l'intervention conjuguée de plusieurs types d'accompagnants, que sont les coachs, qui ont été très très bien décrits par Laetitia, les experts et les mentors. Mais il ne suffit pas d'essayer de faire une sauce magique ou de faire monter la mayonnaise, comme je l'ai entendu hier, pour justement réussir. Donc, qu'est-ce qui va faire que on va atteindre un niveau de légitimité perçu par l'environnement dans lequel évolue l'entrepreneur, mais aussi perçu par lui-même? Eh bien, c'est tout simplement des petits succès. C'est fait de petits succès. C'est-à-dire, j'ai réussi à finir mon dossier pour la plateforme d'initiative locale, ou j'ai enfin réussi à obtenir ma bourse French Tech. Enfin, tous ces petits succès vont construire petit à petit la légitimité du projet et donc de l'entrepreneur. J'ai en tête quelques exemples comme des ingénieurs. Souvent, ce sont des ingénieurs qui sont à l'origine de start-up. Je vais parler start-up, mais on pourrait parler aussi d'entreprises plus conventionnelles ou plus classiques. L'ingénieur, il est sûr de son savoir, de son savoir-faire, et il ne va jamais se poser la question s'il est légitime ou pas. En revanche, l'ingénieur, c'est le pire des profils pour monter une boîte, clairement. Alors là, les soft skills, il va falloir les travailler un peu. Et on va faire un peu comme a décrit Laetitia, c'est-à-dire qu'on va servir de miroir et on va essayer de creuser un peu plus loin sur la personnalité. Quel a été le vécu? Quelles sont ses compétences cachées dont il n'a même pas conscience à ce moment-là? Exactement comme tu l'as si bien décrit, hein, avec par exemple l'environnement familial et certaines tâches accomplies qui traduisent des compétences mais qui n'en sont pas vraiment dans le cadre professionnel de la création d'entreprise ou de la start-up. Donc tout ça pour dire que il n'y a pas une mais plusieurs définitions de la légitimité. La légitimité, finalement, on ne s'auto-déclare pas légitime, c'est plutôt ce qui est en face qui va nous dire oui, finalement, tu es légitime. Dès lors qu'un financeur va décider de vous faire un chèque, que ce soit public ou privé d'ailleurs, et d'ailleurs, ce serait peut-être plus légitime que ce soit un privé qu'un public, soit dit en passant, eh bien, évidemment, ça vous rend légitime à poursuivre l'aventure entrepreneuriale qui est la vôtre. Et pour ce qui est des définitions, je laisserai cette lourde tâche à Amandine, qui est plus à même que moi de le définir, mais pour terminer sur ce sujet-là, on a décidé effectivement, enfin en tout cas on a saisi l'opportunité, je ne sais pas si on était légitime pour le faire, mais on a saisi l'opportunité de servir de cobaye, en quelque sorte, il est un peu fort le terme de cobaye, à la chaire pour les études qu'elle mène. Et ce qui est intéressant, mais je crois que ça fait l'objet d'une question à suivre, c'est ensuite la question de la légitimité de la structure. Est-ce qu'on était légitime finalement à parler de légitimité des entrepreneurs? Voilà, j'en resterai là. C'est un vaste sujet et au fur et à mesure qu'on a préparé cette table ronde, le mot popait un peu partout. On met de la légitimité partout quand on commence à réfléchir à cette notion. Donc pour toi, il faut la révéler, c'est quelque chose qu'on a et qu'il faut effectivement travailler. Pour toi, on l'a, mais il faut voir comment on la renvoie. Amandine, quel est ton point de vue et le point de vue du coup de la chaire de la légitimité sur cette notion de légitimité entrepreneuriale? Donc bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de vous donner une définition et surtout essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible sans vous emmener dans des terrains théoriques qui sont peut-être pas très intéressants, je voudrais vous dire 2 mots quand même sur ce qu'est une chaire, parce que vous êtes peut-être pas au fait de ce que c'est, ça serait complètement normal. Donc une chaire, en fait, on est un collectif de chercheurs et d'entrepreneurs qui travaillons sur la légitimité. On y travaille par plusieurs biais, par le biais de la recherche. Donc moi, je suis chercheuse, effectivement, et je travaille sur des aspects théoriques. Mes collègues qui sont entrepreneurs travaillent plutôt sur un aspect pratique. Donc on est là à la fois pour faire des articles de recherche et aussi pour valoriser, vulgariser ce qu'on fait et vous l'apporter pour que vous puissiez l'utiliser. Donc on a cette orientation pratico-pratique. Donc c'est avec cette casquette-là que je viens surtout aujourd'hui face à vous.
Donc la légitimité, peut-être pour dire pourquoi est-ce que c'est important, et ça va reprendre sur tout ce qu'ont dit rapidement Laetitia et Franck et Marie. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Il y a des recherches internationales qui donnent quelques chiffres qui prouvent qu'effectivement il y a un intérêt pour l'entreprise. C'est surtout porté sur l'entreprise, des travaux qui portent sur la légitimité, qui disent que les jeunes entreprises, et même plutôt les entrepreneurs, qui dans les 30 premiers mois de vie de leur projet vont s'intéresser à leur légitimité, vont la développer avec plusieurs types d'actions, sur lesquelles je passerai rapidement, vont travailler là-dessus et vont avoir globalement 80% de chances de succès, ce qui est un peu plus que les 60% de chances généralement qu'on a à 5 ans par exemple de survie. Donc on est sur une question, un type de questionnement qui est intéressant pour l'entrepreneur, et au sein de la chaire on est aussi persuadé que ça peut intéresser directement aussi les structures d'accompagnement, cette question de la légitimité, parce que globalement je pense que les structures d'accompagnement, si elles sont perçues comme légitimes par les entrepreneurs qu'elles accompagnent, par les financeurs publics ou privés qui les financent et par les partenaires d'écosystème, elles ont quand même plus de chances de survivre sur le long terme que celles qui ne sont pas perçues comme légitimes. Donc voilà, petit aparté sur pourquoi est-ce que c'est important pour nous cette question-là. Maintenant, si vous voulez, quelques éléments de définition pour mieux comprendre ce que c'est que ce terme qui peut paraître effectivement barbare. J'ai une photo que j'aime bien qui va me permettre un peu de vous expliquer ce que ça veut dire pour nous au sein de la chaire. Donc, si vous regardez cette photo, qu'est-ce que je vous invite à voir? Une scène que, à mon avis, vous connaissez bien au quotidien. Ça serait potentiellement une entrepreneur qui est en train de pitcher son projet face à des personnes qui pourraient être des investisseurs, un comité d'engagement de structure d'accompagnement ou peut-être aussi des clients. D'ailleurs, on voit sur un écran, je ne sais pas si c'est hyper clair pour nous, c'est très près, du coup on ne voit pas très bien, mais sur un des écrans, vous voyez des graphiques, on pourrait imaginer que c'est tiré de son business plan. Alors, vous voyez cette photo, vous pourrez me dire, elle est où la légitimité là-dedans? Donc ça a été très bien dit par Laetitia et Franck. La légitimité, elle est dans le regard des personnes qui observent la scène. Donc dans le regard de ces investisseurs, de ces membres du comité d'engagement ou de ces clients qui sont présents et qui vont écouter et qui vont analyser aussi ce qui se passe, ce qui est dit, la posture aussi, ce qu'ils voient. Donc ils vont regarder comment se tient l'entrepreneuse, est-ce qu'elle est déjà engagée dans des actions qui ressemblent à une action entrepreneuriale, est-ce que les éléments qu'elle apporte autour de son business plan sont cohérents ou pas, est-ce que son projet est intéressant, est-ce qu'elle a les compétences et est-ce que l'équipe est compétente pour porter le projet. Et donc en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer l'idée qu'ils se font d'une entrepreneuse à accompagner, si c'est un comité d'engagement, à financer, si c'est des financeurs, par rapport à ce qu'ils voient. La légitimité, en fait, c'est une comparaison entre une réalité qui est perçue, qui n'est peut-être pas la réalité objective, je tiens quand même à le dire, mais ce qu'on voit et ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, ça a été aussi très bien dit par Laetitia et Franck, c'est que ça peut être plein de choses en fait. Et c'est là où la légitimité, c'est compliqué, ça se travaille par rapport à plein d'acteurs différents. L'investisseur, il ne va pas attendre la même chose que le comité d'engagement. L'investisseur, il va attendre un retour sur investissement rapide ou plus long. Mais en tout cas, ça va pas être la même chose que le comité d'engagement qui va espérer une oreille, qui va attendre une oreille attentive à des conseils de par l'entrepreneur, ou encore un type de projet qui va rentrer dans les cases qu'on finance habituellement ou qu'on accompagne habituellement sur le territoire. Donc, globalement à retenir, si vous voulez, la légitimité, c'est quoi? C'est un écart entre des attentes et une réalité. Et surtout, c'est est-ce que l'entrepreneur ou l'organisation qu'on observe est adaptée en fait au contexte dans lequel elle est positionnée, en termes de lois, de règles, de standards, de définitions, donc de ce qu'on attend d'elle. Voilà. Donc finalement, effectivement, c'est se conformer à des attentes pour atteindre ses objectifs. Tout à fait. Donc globalement, là, on est sur un terrain qu'on connaît un peu. Quand on dit à nos entrepreneurs de effectivement bien regarder quelle est la demande, quelle est sa cible, répondre à ses attentes, préparer un pitch devant des investisseurs, se préparer aux attentes, etc. Là, on est sur un terrain qu'on maîtrise un peu plus. Donc nous, effectivement, on va passer à l'autre partie des accompagnateurs. Tac.
comment on accompagne la fabrication de cette légitimité, et donc ce processus de conformation aux attentes. Donc je vais d'abord passer la parole à Franck, puisque tu as travaillé sur cette notion-là, et aussi ce qui est intéressant, et on va aller un petit peu sur ce terrain, on a prévu une table ronde assez dense, mais tu as une équipe qui est assez jeune, et effectivement on se pose aussi la question quand on parle en conformation des attentes, des fois nous accompagnateurs, surtout les juniors, comment on fait pour accompagner ça, sachant que des fois nous aussi on se sent pas tellement légitime à le faire. Donc comment chez toi on aide la fabrication, et comment au niveau managérial tu accompagnes ça en tant que dirigeant? Ah oui, alors je vais rester sur le premier sujet, donc de la fabrication. Alors c'est un peu difficile à formuler comme ça, mais comment en fait on accouche peu à peu et on fait prendre conscience d'une certaine légitimité entrepreneuriale de la part de l'entrepreneur. Où on a oublié aussi de préciser que souvent les projets sont aussi pluriels, ils sont constitués de plusieurs porteurs, et là la légitimité est encore un peu plus complexe à mettre en place. Parce que je vais commencer par là, dans un collectif d'associés, il y a évidemment un alignement à trouver. Et cet alignement, si on n'a pas une matrice, il est compliqué à mettre en œuvre. Alors, on a pris le choix de travailler sur un outil que vous connaissez probablement bien, les uns les autres, qui est donc le triptyque mission, vision, valeur. Si le porteur n'est pas, ou les porteurs ne sont pas capables d'accoucher de ce triptyque, eh bien, il n'y aura pas la possibilité de s'aligner. En tout cas, il n'y aura ni l'alignement sur une vision partagée, ni l'alignement sur les missions qui devront être à un moment donné déléguées aux uns et aux autres, et évidemment les valeurs, puisque les valeurs, c'est les fondations de l'entreprise, donc du projet d'entreprise. C'est presque le plus important. Si on n'est pas capable de formuler les valeurs et ensuite de les partager, donc pas d'alignement du tout, donc pas de légitimité, cette fois de la part du projet, parce que l'équipe elle-même n'aura pas réussi à s'aligner. Ensuite, c'est comment on va essayer de révéler cette légitimité plus que de la fabriquer. Alors nous, la méthode Trinum, je le disais tout à l'heure, fait intervenir plusieurs types d'accompagnants. Celui qui est au centre, c'est le coach. Alors je ne vais pas trop spoiler ce que je veux dire tout à l'heure, parce que dans la masterclass, mais tout simplement pour vous dire que, sans reprendre in extenso ce qu'a dit Laetitia, mais c'est de travailler sur l'humain, parce qu'il n'y a pas de projet d'entreprise sans capital humain. C'est basé là-dessus, tout simplement. Et pas uniquement d'ailleurs sur les connaissances ou les savoir-faire des personnes qui vont porter les projets. C'est aussi leur comportement. C'est comment elles évoluent dans un contexte parfois complexe, très complexe même, et puis surtout comment elles arrivent à optimiser le réseau qu'elles se sont fabriquées. Parce que là aussi, légitimité auprès du réseau. On peut être dans des réseaux, mais pas être du tout légitime à finalement évoluer au sein du réseau. Donc, le coach, il est central chez nous. Il est même obligatoire. On est obligé de passer par un coaching. Ce coaching, c'est du coaching de développement personnel, comme tu l'as très très bien décrit. Et là, on va chercher au fond des tripes, si effectivement il y a cette envie, cette force, cette énergie à porter un projet jusqu'au bout, même si on ne sait pas où est le bout. Parce qu'on ne le saura jamais d'ailleurs. Le bout, on le voit comme un succès, évidemment. Mais pour dire que le coach, c'est aussi un révélateur. Il va d'ailleurs essayer de dessiner au fil de son accompagnement ce qu'on appelle un arbre de vie. Donc ça veut bien dire que toutes les parties prenantes ne se résument pas à un contexte professionnel. Par exemple, le contexte familial est ultra important. C'est-à-dire que si il n'arrive pas, le porteur, à emporter avec lui la famille, que ce soit le conjoint ou la conjointe, et même parfois les enfants, eh bien, il y aura de grandes difficultés qui vont se présenter, qui constitueront tout autant d'obstacles sur lesquels ils peuvent trébucher. Donc même la légitimité, elle doit exister au sein du groupe familial, ou en tout cas de l'environnement proche. Donc voilà, le coach, lui, il travaille là-dessus, il ne va pas coacher sur de la stratégie, il ne va pas coacher sur de la communication, il va essayer de comprendre où sont les forces, où sont les faiblesses, en faire prendre conscience, parce que c'est de la conscientisation, et ensuite essayer d'améliorer tel ou tel point, ou en tout cas de travailler.
parce qu'il prétend même pas, c'est pas un psychologue de comptoir ou même un psychiatre, c'est pas son boulot. Il n'est pas là pour résorber des problèmes de l'enfance. Il est là juste pour mettre en perspective des soft skills que le porteur ou la porteuse doit, dans un premier temps, prendre conscience qu'il les détient et ensuite les mettre en œuvre. Voilà comment on peut essayer de révéler. Quant à l'équipe, pour essayer de terminer rapidement, oui, l'équipe d'encadrants de l'accélérateur est jeune, très jeune, moins de 30 ans. Donc je fais le vieux au milieu de ces jeunes, mais c'est rafraîchissant. Eh bien, on essaie de les doter d'outils, mais aussi de comportements. C'est aussi le comportement qui compte. C'est comment on se comporte devant un projet qui se présente à nous. Et ensuite, comment on va l'accompagner au fil de l'eau. Hein. Alors là, je vais utiliser un terme que j'aimerais bannir de mon vocabulaire, mais je vais quand même l'utiliser. C'est bienveillance, vous l'aurez compris. Oui, il faut continuer à être bienveillant. Mais bienveillant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être hyper réaliste et renvoyer les bons messages. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'il va dans le mur, il faut lui dire j'ai l'impression que tu vas dans le mur. On ne peut pas dire tu vas dans le mur, on ne le sait pas. Mais on peut lui dire j'ai l'impression que tu vas dans le mur. Donc ces petits jeunes qui ont moins de 30 ans, on les forme, on les envoie aussi se former aux outils. On utilise un outil, d'ailleurs je conseille à ceux qui ne se seraient pas inscrits à la masterclass de Epigo sur l'outil FAIR. On utilise l'outil FAIR. L'outil FAIR, c'est un outil qui permet de définir le profil entrepreneurial. Et là, c'est très important. Les coachs, d'ailleurs, démarrent ensuite leur travail avec les porteurs à partir de la restitution du diagnostic FAIR. Donc, je fais la pub à Epigo, mais pour dire que voilà, on les forme à certains outils, et puis ensuite, c'est le quotidien qui va faire qu'ils se sentent à l'aise ou moins à l'aise avec tel ou tel type de porteur. Parce que là aussi, c'est pas qu'une question de projet ou de nature de projet, c'est aussi et surtout une question de personnalité que nous avons en face. J'ai en tête un exemple, et j'en terminerai avec ça. Donc nous rendons obligatoire le coaching, vous l'aurez compris. Donc j'ai mon responsable des programmes, qui est ici d'ailleurs, il est dans une autre table ronde aujourd'hui, et qui devait accompagner un projet qui s'appelle Neurocyber, je vais le citer, et qui est donc sur la cybersécurité. Je sais que c'est enregistré. Hein. Mais c'est pas grave, okay. parce que Bruno Teboul, qui est le principal porteur, sait très bien ce qu'on pense, parce qu'on est complètement transparent. La preuve, c'est qu'on est enregistré et que j'ai aucune réticence là-dessus. Avec Nathanaël, donc ça a marché au tout début, donc pendant le process de candidature et de sélection de ce projet, que nous avons évidemment embarqué sur le programme. Il se trouve que les équipes constituées autour de ce projet sont tous des neuroscientifiques ou des neuroscientistes, enfin, et ils ont refusé le coaching, pensant que le coaching ne leur apporterait rien. On a essayé à maintes reprises de les convaincre que ça pourrait leur apporter, les faire grandir, mais certains de leurs compétences bien acquises et ancrées en eux, ils refusent toujours le coaching, à tel point que ça a créé un schisme avec le principal accompagnateur qui était Nathanaël. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les devants et puis on se substitue. Donc j'ai pris le relais pour accompagner cette équipe qui, visiblement, posait quelques difficultés à Nathanaël, non pas parce qu'il était jeune, mais tout simplement parce qu'il n'était pas préparé et que, à ce moment-là, ça crée trop de tension entre l'accompagnant et l'accompagné. Donc si je résume très brièvement, comment l'accompagnateur peut faire des outils, de la formation, un petit coach à côté, et surtout de l'écoute, et toi en tant que directeur, bien regarder aussi la posture et intervenir au besoin. Laetitia, quelle est ta boîte à outils du coup pour accompagner cette Du coup, on va retrouver un peu les mêmes éléments, hein, parce que apparemment c'est ce qui marche. C'est peut-être la bonne recette. C'est peut-être les bonnes recettes. Alors, comment on fait en sorte que nos collaborateurs et collaboratrices se sentent légitimes dans leur métier ? Alors, petit rappel, donc, notre métier, on accompagne et on finance des entrepreneurs engagés. Alors, on va définir engagé tel que notre perception. Engagé, donc au sein du réseau France Active, ça fait 6 ans qu'on qualifie l'engagement, c'est-à-dire qu'on reçoit des entreprises avec des projets de création de TPE, commerce, artisanat, d'agriculture, d'économie sociale et solidaire. Vous voyez, du coup, c'est large, hein, on a une vraie diversité de types de structures à accompagner et à financer.
On les qualifie sur l'engagement, donc on a un outil qui existe, qui s'appelle le révélateur d'engagement, dans lequel on mesure, et c'est un outil aussi d'échange, on mesure l'engagement sur le territoire concerné, l'emploi, les modalités de gouvernance, des éléments sur le social, de la personne, évidemment l'environnement. Et ce sont des espaces d'échange pour accompagner une prise de conscience déjà du porteur de projet sur où il en est sur ces thématiques d'engagement et est-ce qu'il souhaite aller être plus engagé sur son territoire. Donc il y a 2 sujets pour moi de légitimité. Le premier, c'est notre métier cœur. Nous sommes des financiers. Alors pas des financiers. Alors oui, on travaille comme une banque, oui, on fonctionne comme une banque, mais on n'est pas une banque. On est soutenu, et financé, comme la plupart d'entre vous, par les partenaires publics et collectivités. Donc on est avec un intérêt général d'une mission publique. Donc on s'adresse, nous, et on est soutenu parce qu'on finance les demandeurs, enfin les publics, les porteurs de projets les plus fragiles. Donc ceux qui sont sur les territoires, ceux qui ont un profil demandeur d'emploi, etc. Okay. Donc qu'est-ce qui fait que mon équipe se sent légitime à accompagner sur la thématique financière, donc sur la partie métier, la légitimité métier. Moi je dirais que ça c'est la partie la plus facile. Il y a des boîtes à outils. Il faut qu'ils soient, ils sont plutôt recrutés avec des très bonnes compétences, ils sont au moins des bac plus 5 en expertise financière. Okay, déjà ils sauront bien comprendre les chiffres. C'est pas la partie la plus importante. Évidemment, ils ont des formations permanentes apportées par nous, par le réseau national de France Active, de très haut niveau. Ils partent 3-4 fois dans l'année en formation financière. Donc d'un point de vue technique, c'est assez facile. Après, la légitimité métier, c'est pas que la compétence finance, c'est la compétence réseau, c'est la compétence connaissance du territoire. Donc pour ce faire, nous, on a travaillé, on a toujours d'ailleurs été construit comme ça, notre organisation. On n'a pas fait le choix de mettre des gens en volant avec des spécialisations filières qui couvrent plein de territoires. On s'est dit non, pour que les gens soient vraiment super compétents, il faut qu'ils soient ultra intégrés au niveau local. Donc on intervient sur les 5 territoires de l'Aix-Languedoc-Roussillon. Chaque équipe est positionnée sur un territoire, connaît les acteurs de son territoire. Donc là, par exemple, nous qui travaillons beaucoup avec les banques, j'ai pas expliqué, mais on intervient en financement et on a dans notre mallette à outils une douzaine d'outils financiers. On a de la prime, on a des prêts à taux zéro, on a les prêts BPI bien sûr, mais des gammes de prêts à taux zéro propres, plusieurs, et on a 4 gammes de garantie. Et on a des apports en fonds propres pour certaines typologies. Donc on a 12 outils financiers. On peut financer de 1 000 € jusqu'à 500 000 €. Ça veut dire qu'ils doivent tous être compétents pour faire la maquette sur mesure du porteur ou de la porteuse de projet en sécurisant au mieux le projet. Donc il faut qu'ils soient compétents pour ça. Et pour ce faire, oui, ils doivent être des bons experts financiers et ils doivent être des experts de leur territoire, de tous les autres partenaires de l'accompagnement. Il faut qu'ils connaissent absolument tous les réseaux bancaires avec lesquels ils vont travailler. Donc on a une organisation au niveau de l'association régionale qui fait que nos RH sont sur des zones très identifiées. Et ça, on pense que c'est ça les rend légitimes quand ils prennent la parole et quand ils accompagnent pour orienter sur telle ou telle ressource complémentaire, notamment dans les autres réseaux qui poursuivent l'accompagnement avec nous. Je suis trop longue. C'est ce que tu disais, je me permets d'intervenir parce que c'était très intéressant. Quand on a préparé cette table ronde, tu disais aussi que cette notion de légitimité, c'était apprendre à voir les codes. Et effectivement, ce que tu dis sur le fait d'être expert d'un territoire, c'est finalement que tes accompagnateurs aient tous les codes et qu'ils puissent les transmettre aux entrepreneurs pour qu'ils puissent... c'est des ultra... En fait, on a fait des experts ultra spécialisés. C'est-à-dire ultra spécialisés d'un territoire, ultra spécialisés d'une thématique. Nous, on a quoi, 60 comités d'engagement qui gèrent, je sais pas, 1 millier d'aides financières par an. On a des comités et donc des partenaires présents dans ces comités
pour des projets de création d'entreprises en TPE et commerce et artisanat, on a un comité agricole, on a des comités par territoire, on a un comité ESS. Donc en fait, on a vraiment focalisé pour qu'ils soient vraiment très à l'aise. Ça, c'est sur la partie finance. Ok, je dirais que c'est le plus facile. Maintenant, comment on les rend légitimes sur la partie engagement? C'est tout le monde parlant de... On est tous engagés, on est bien d'accord. Vous parlez tous d'engagement à vos porteurs de projets. Comment est-ce qu'on est légitime sur l'engagement? Alors ça, c'est des débats sans fin chez moi. Nous, on l'a posé il y a 5 ou 6 ans, donc on a eu pas mal le temps de réfléchir. Oui, on a des outils sur l'engagement. Oui, on a des formations sur l'engagement. Et puis, ce qu'on a décidé de faire, c'était se dire qu'on n'était pas des spécialistes de l'engagement, parce que ce serait tellement présomptueux, tellement condescendant de se dire que nous, on va accompagner en environnement, mais on n'est pas que des spécialistes de l'environnement, sur le développement d'une politique sociale, d'une structure. Donc sur la thématique de l'engagement, on a travaillé la thématique différemment. On a au niveau de l'association, vous l'avez compris, une vision qui est d'une autre société, d'une société très solidaire, très locale, très résiliente, très transition, environnement, etc. Et on a une vision de cette économie sociale et solidaire. Donc la première chose, c'est que ces collaborateurs soient en capacité de porter ces valeurs. Ça veut dire que ça se fait dès le recrutement. Ça veut dire qu'on ne recrute chez nous que des gens qui portent absolument ces valeurs. Il y a des codes génétiques de l'ERDI. On peut les acquérir, les développer, mais enfin, il faut les avoir au départ. C'est beaucoup plus dur. Et ces compétences, ces valeurs engagées, donc du coup, on a des gens qui sont spécialistes de tel ou tel sujet chez nous, dès le recrutement, sont plus importantes pour moi que les compétences techniques. Les compétences techniques, ils ont un bac plus 5 en finance. On est bardé de programmes de formation. Ils sortent même s'ils sont juniors, c'est pas le problème. S'ils ont la capacité à apprendre, ils apprendront en 6 mois, c'est facile à faire. Les valeurs, s'ils les ont pas, ça va pas être possible, quoi. Donc c'est vraiment ce travail et cette sélection sur des individus qui ont déjà les valeurs et cette même vision de la société. Et comme du coup ça a du sens pour eux, et c'est pour ça qu'ils viennent bosser chez nous, forcément ça en fait des êtres curieux, donc compétents, parce qu'ils développent toutes ces valeurs. Et ils sont à ce moment-là capables de les transmettre aux entrepreneurs. Merci pour ta réponse. Donc des outils, des valeurs à transmettre, de l'acquisition de codes. Donc on lance plein de notions comme ça. C'est difficile un peu de les attraper, de voir comment, et c'est un peu l'objectif de cette table ronde, on finira tout à l'heure là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut appliquer dès lundi dans nos structures? Parce que je pense que quand on est congressiste à Procréa, c'est un peu ça nos attentes. Je vais me tourner vers Amandine. Vous, à la chaire, vous avez développé justement un outil pratique pour travailler sur cette question-là de la fabrication, de la légitimité, et guider un peu l'entrepreneur dans cette acquisition de conformité. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, sachant que tu enchaîneras après sur la masterclass qui présentera vraiment le canevas que tu as développé. Donc c'est bien, ça, on reste dans notre zone de confort avec des lignes qu'on connaît, des colonnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous l'avez développé et à quoi il sert? Ok. Donc effectivement, quand on est parti avec la belle définition que je vous ai donnée tout à l'heure, la suite c'est So What. Surtout que avec les témoignages de Franck et Laetitia, on voit que c'est hyper riche la légitimité des accompagnants, des entrepreneurs. Donc est-ce que c'est la même chose et comment est-ce qu'on la travaille en fait cette question? Comment est-ce qu'on analyse la légitimité? Où est-ce qu'on en est? Et après, comment est-ce qu'on la développe? Donc au sein de la chaire, on a travaillé avec plusieurs collègues, chercheurs et entrepreneurs pour essayer de proposer un outil qui soit intéressant, utilisable. Donc c'est un outil qui est tout jeune, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On l'a développé à partir des travaux de recherche internationaux qu'on utilise, de nos recherches à nous, par exemple la recherche qu'on fait avec l'accélérateur M qui nous a beaucoup inspiré. Et on a travaillé aussi avec des partenaires, des entreprises partenaires pour avoir leur retour. Donc on l'a testé cet outil. Donc c'est une version que je vais vous proposer en masterclass tout à l'heure qui est relativement aboutie. Et donc pour vous la présenter quand même, vous donner quelques clés et vous donner peut-être envie d'aller en savoir un peu plus après. Donc en fait on a un outil qui est constitué de 3 étapes.
Donc la légitimité, vous l'aurez compris, c'est une question de regard extérieur sur, pour nous, des organisations, pas tant des individus, mais vraiment le collectif. Donc c'est une question en fait de nous, d'audience, donc c'est-à-dire de personnes qui va évaluer la légitimité. Donc on part de ça, à qui vous avez envie de vous intéresser quand vous avez vous questionnez sur votre niveau de légitimité. Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est l'investisseur? Donc qui est la personne qui vous intéresse pour savoir où vous en êtes de votre légitimité? Et après, autour de ce type de personnes, de ce type d'organisation aussi qui vous intéresse, on va se focaliser sur 6 dimensions qu'on a identifiées dans la littérature, qu'on a aussi éprouvées par nos tests, comme étant reliées directement à la légitimité. Je vous les présente rapidement, on les reverra en masterclass si ça vous intéresse. On a une première dimension qu'on a appelée, nous, la dimension cognitive, donc qui fait référence aux compétences, aux expériences qu'on détient en interne. Donc ça a été dit complètement par Franck et Laetitia. On a une deuxième dimension qu'on appelle, nous, pragmatique, c'est-à-dire qui fait référence à concrètement comment est-ce que vous êtes structuré au quotidien, quels sont les processus que vous avez mis en place, quel est le type de management que vous avez en interne. Troisième dimension, c'est une dimension sociale, c'est-à-dire quel est votre comportement social, quelles sont vos valeurs, ça a été dit complètement par Laetitia, comment est-ce que vous agissez au sein de l'écosystème. Quatrième dimension, qui est, je pense, hyper fondamentale, qui vient peut-être rapidement aussi à l'esprit quand on parle de légitimité, c'est la dimension performance, c'est quels sont vos succès, financiers ou non financiers. Et généralement, c'est surtout ça qui va faire qu'on va... Enfin, surtout ça, c'est un élément important qui va faire qu'on va être perçu comme légitime quand on est entrepreneur. Combien de fonds on a levé ou le chiffre d'affaires qu'on a généré. Et cinquième dimension, qui est hyper classique, c'est la dimension légale. L'origine de la légitimité, c'est la dimension légale, donc la loi notamment. Donc est-ce que l'organisation respecte les lois, les règles, les normes, les standards qui sont dans le contexte professionnel dans lequel elle est positionnée? Donc là, c'est un peu les aspects théoriques qu'on allait récupérer, qu'on a vu aussi sur le terrain si ça collait bien, enfin de façon pratico-pratique avec les entrepreneurs avec qui on a travaillé. Et dernière dimension qui fait un peu la synthèse, c'est une dimension de cohérence. Donc je vous rappelle, la légitimité, c'est dans les yeux de quelqu'un qu'on l'observe. Donc c'est est-ce que là où vous êtes perçu exactement comme, enfin pas exactement, mais est-ce que vous êtes perçu, ce qu'on voit de vous est cohérent avec ce qu'on attend de vous? Donc là, est-ce que c'est cohérent? Ce que vous projetez avec ce qu'on attend de vous? Donc est-ce que vos clients, voilà, l'audience que vous avez définie initialement? Il y a même un élément qu'on ajoute en plus, c'est est-ce que c'est cohérent avec vraiment ce qu'on voit de vous? Est-ce que c'est vraiment cohérent avec ce qui se passe réellement? Parce que la légitimité, à nouveau, c'est une histoire de perception, ce n'est pas forcément objectif. Et c'est intéressant quand même de se poser la question de est-ce que ce qu'on projette, c'est vraiment vrai, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et après, donc, quand on a fait ça, c'est une analyse. Et c'est quand même intéressant de qu'est-ce qu'on en fait de cette analyse-là. Et on travaille autour de 3 leviers, donc je vais vous parler juste après, pour développer concrètement la légitimité. L'objectif, c'est quand on l'utilise, c'est de ressortir avec une feuille de route de concrètement qu'est-ce qu'on va faire dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour travailler cette légitimité-là. Donc voilà ce qu'on a fait avec la chaire et ce qu'on propose aujourd'hui. Merci beaucoup. On va passer à la 3e et dernière séquence de cette... Est-ce que... Voilà. Donc on va passer à la dernière séquence de cette table ronde qui est finalement la légitimité des structures d'accompagnement. Donc comment nous aussi on peut se saisir de ces outils, et on a tout intérêt à se saisir de ces outils pour travailler notre légitimité, puisque si c'est un facteur de succès, ça nous intéresse aussi pour continuer à prospérer. Du coup, comment nous on la développe et on la maintient? On va avoir 2 regards assez intéressants, puisqu'effectivement ta structure, Laetitia, est assez ancienne au regard de celle de Franck qui est plutôt un bébé. donc voilà, comment on maintient ce processus de légitimité, comment on le travaille pour une structure, et Franck aussi, ce sera à peu près la même question, comment on fait pour le construire. Et j'aimerais bien aussi qu'on l'aborde sous 2 aspects. Il y a l'aspect direction, mais il y a l'aspect aussi nos accompagnateurs, quelque part, des structures, ils travaillent aussi à ce processus de légitimation des structures. Donc comment on fait pour travailler les deux, la structure et l'accompagnateur qui est dedans?
Alors, dans nos recettes magiques qui marchent pas trop mal et qui sont tout le temps réinterrogées, je me suis demandé quels étaient les mots-clés de ça. C'est pas... les mots-clés qui me sont venus très naturellement, c'est garder le sens. Le sens de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a vendu au moment du recrutement, est-ce que ça marche toujours, est-ce que tout le monde y trouve son compte, est-ce qu'on est exemplaire pour pouvoir... est-ce que l'entité est exemplaire pour pouvoir donner des leçons à des porteurs de projets? Ce qui veut dire qu'on doit réinterroger le sens et ou les solutions que l'on apporte à nos entrepreneurs. Ça veut dire nous, on a des séminaires, au moins 1 à 2 séminaires par an avec tous les salariés où on réinterroge. Est-ce qu'on est toujours au bon endroit? Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que les besoins ont bougé? Est-ce que nous, on a de nouveaux besoins? Donc, il y a une notion de jamais on ne s'assoit en se disant c'est bon, on est arrivé, quoi. Jamais. C'est-à-dire qu'on est arrivé et on a toujours 1 an, 2 ans de projection, de regard tourné vers le futur en se disant... Et je crois que c'est cette dynamique pour évoluer en fonction du sens qui évolue. Sens de la société, sens de notre entité, sens des publics qu'on accompagne. Ça, c'est la première chose. Adaptation, donc. Sens et adaptation, la joie. J'aime bien parler de la joie. Parce que dans le monde professionnel, on n'en parle pas tant que ça. Et il est fondamental pour nous que nos salariés soient heureux. Parce que s'ils sont joyeux, ils seront compétents. Et s'ils sont joyeux, s'ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils y trouvent du sens, ça va être plus agréable pour les gens qui travaillent, ça va être plus agréable pour les gens qu'on reçoit. Donc comment on fait? Donc on a plein de réflexions sur comment on fait pour entretenir cette joie. La joie de venir se lever le matin pour venir bosser à France Active RD. Et elle est forte. J'ai fait les entretiens individuels des 35 salariés. Elle était dans les 35 évaluations. Elle est forte. Donc ça, c'est chouette. À l'instant T, ça marche. On va regarder tout de suite comment on peut faire pour que ça se poursuive. Alors, quand on entretient la joie, bon, évidemment, je ne vais pas faire une leçon, c'est pas l'objet, mais on travaille beaucoup tout ce qui est QVT, la qualité de vie au travail. Donc, les salariés sont dans des beaux locaux. On se fait des croissants, on se fait des apéros le soir. On bosse avec vraiment des espaces conviviaux. On s'aime bien. Après, certains sont potes, d'autres pas, peu importe, on bosse aussi, on bosse. Mais on travaille des espaces où on prend le temps de discuter, on prend le temps de s'écouter, beaucoup. Donc on n'est pas dans une quête le matin où quand on arrive, on regarde les chiffres. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on est super tourné sur l'humain. Et quand l'humain est heureux, il est performant. Point. J'invente rien, voilà, tout simple. Donc Et pour que aussi les salariés soient en joie et fassent bien leur métier, il faut qu'ils soient acteurs de leur structure, acteurs de leur journée. Ça veut dire qu'ils ont une très grande zone de liberté. Ça n'empêche pas, il y a des objectifs, il y a des directions, on les co-construit ensemble. Ils sont acteurs. Si on est dans un système descendant, c'est foutu. Donc il faut que le quotidien, alors bien sûr, on a un conseil d'administration avec un bureau, des administrateurs qui nous donnent des orientations, etc. Mais chaque salarié est écouté à plusieurs moments de la journée, de la semaine, de l'année, dans plein d'espaces différents, des petits groupes par pôle ou par métier, des espaces collectifs une fois par mois. Là, j'ai une réunion d'équipe qui arrive, on réinterroge l'engagement. On dit, tiens, on va passer loin, on va passer au niveau 2. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont vos idées? Et quand le salarié est acteur, il a du sens à être là, il est heureux et il est toujours compétent. D'accord, donc 2 aspects. Continuer de s'interroger si on se conforme à son environnement, voire même anticiper ce que vont être les attentes de son environnement demain, et aussi continuer à veiller à ce que ses salariés s'épanouissent, se développent pour continuer à transmettre les valeurs. À garder la curiosité. C'est-à-dire que je pense que quand on a perdu le sens et qu'on fait quelque chose en contrainte, on perd de la compétence très très vite puisque tout bouge autour. Donc comment on entretient la curiosité de nos salariés? D'accord, merci. Franck,
chez toi, comment on a construit la légitimité d'un accélérateur métropolitain arrivé après d'autres accélérateurs sur le territoire? Comment on a fait pour trouver sa place et jouer les coudes? Avant d'essayer de tenter de répondre à cette question, juste une boutade de dire que tu faisais la comparaison entre la structure de Laetitia et la mienne, et auparavant, j'ai travaillé dans la plus ancienne, je dis bien la plus ancienne chambre de commerce du monde. Je dis bien du monde. Elle est marseillaise, désolé pour les Occitans. Il y a 2 représentants qui sont là, qui étaient mes anciens collègues et non moins collaborateurs. Donc, plus de 400 ans d'existence. Et comment une structure comme ça, au bout de plus de 4 siècles d'existence, est capable de maintenir une légitimité à œuvrer pour la création d'entreprises? Vaste question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Et je passe à une structure naissante, puisque je l'ai fait naître. Hein. Elle existait sur des statuts, mais c'est une belle coquille vide dans un très bel édifice aussi à Marseille, sur la Joliette, qui s'appelle la Cité de l'innovation et des savoirs ex-Marseille. Je le dis et je le précise parce que ça va participer de la construction de notre légitimité, le fait d'être dans un collectif. Parce que cette CISAM, donc l'acronyme de Cité de l'innovation et des savoirs ex-Marseille, c'est aussi et surtout ex-Marseille Université avec tous les services de la recherche et la valorisation, plusieurs incubateurs et autres instituts Carnot, enfin un ensemble de structures liées à l'université, mais qui œuvrent pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Et puis 2 autres incubateurs accélérateurs privés, ceux-là, je les citerai, même ça sera aussi enregistré. The Box du grand armateur CAMA CGM et Obratory qui est du groupe L'Occitane, qui d'ailleurs n'est plus manosquin mais qui est plutôt suisse aujourd'hui, détenu par des Suisses. Tout ça a constitué un collectif, comme je disais, qui a forcément participé à l'émergence du petit dernier qui est l'accélérateur M. Alors, tout à l'heure, on était très très proche sur les pratiques, sur les approches, sur justement les méthodes. Là, pour le coup, on ne travaille pas du tout de la même manière. Et pour cause, l'accélérateur étant très très jeune, j'ai commencé tout seul. Je suis resté pendant presque 6 mois tout seul. Ensuite, la première collaboratrice est arrivée. Je dois dire qu'il y a un grand turnover finalement, donc on n'arrive pas trop à les garder. Et pour cause, on travaille aussi et surtout avec des alternants. Donc les alternants, il y a un début, il y a une fin. Et tout ça participe d'une certaine précarisation des activités de l'accélérateur M, ce qui, en soi, rend assez difficile finalement, je ne dirais pas la légitimité, mais d'inscrire, voilà exactement, d'inscrire dans la durée nos actions et surtout notre existence. Donc le fait d'être en quelque sorte en mode start-up, eh bien ça prouve bien, parce qu'on se remet en question quasiment tous les 6 mois, ne serait-ce que par survie, instinct de survie. Il faut aller chercher les financements, il faut aller chercher des clients. On facture nos services, on les facture. Nos start-upers paient de leur poche les services qu'on leur propose. Eh bien, on est clairement dans une posture d'entreprise. Là où ça devient assez magique et où la sauce, enfin la mayonnaise, elle prend, c'est qu'ils viennent aussi par curiosité. Curiosité, joie, je ne sais pas, mais en tout cas, curiosité, c'est un moteur. Ils sont curieux, bon, ils sont jeunes, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, ils sont curieux de ce qu'on fait, mais aussi curieux des projets qui viennent à nous. Je dois dire que quand on est arrivé, tu l'as souligné, on n'était pas les seuls. Hein. On est arrivé presque un peu à la fin de cette première vague où il se créait un incubateur ou un accélérateur, allez, on va dire tous les 3 mois. Donc difficile de se faire sa place. Et même si on porte le M de métropole, vous l'aurez compris, c'est pas parce que la métropole est notre principal partenaire et financeur qu'on va être légitime à œuvrer dans ce contexte très concurrentiel. Pour autant, je crois que plusieurs facteurs sont venus concourir à notre petit succès, le collectif dont j'ai parlé, mais aussi et surtout, finalement, et pardon de le dire comme ça, l'incarnation que j'ai pu apporter à la propre structure. Parce qu'au bout de pratiquement un quart de siècle d'accompagnement entrepreneurial, évidemment qu'on commence à être un peu connu dans l'écosystème.
Ce qui m'a valu d'ailleurs d'être sélectionné pour la direction de cette structure, parce que je connaissais très très bien l'écosystème dans lequel nous évoluons, qui est, vous l'aurez compris, un écosystème métropolitain. Donc le premier facteur, il est là. Il est de l'incarnation que peut avoir finalement le dirigeant de la structure, même si on a aussi un conseil d'administration, mais pour le coup, le conseil d'administration, chez nous, il est assez souple, comme c'était une structure neuve, nouvelle, et on ne savait pas trop vers quoi on allait. Donc les idées et les orientations, c'est plutôt les salariés qui les poussent, et ça nous rend légitime aussi. Le fait justement qu'on soit dans la suggestion, la proposition au conseil d'administration pour les évolutions possibles et nos activités, mais aussi notre fonctionnement. Donc le premier facteur, il est là. Ensuite, dans la question, parce que j'ai pris le soin de... Voilà, les recettes secrètes. Alors, ouais, les recettes secrètes. Je dirais qu'il n'y en a pas. Elles apparaissent au fil des opportunités qui se présentent. Et je vais vous en citer une qui illustre assez bien, finalement, le caractère un peu opportuniste de l'évolution de la structure. On nous avait donné un axe de développement à l'international. D'ailleurs, je vais vous faire rire pour certains, on nous avait dit, vous allez proposer des programmes d'accélération qui seront gratuits pour les bénéficiaires et vous ferez du chiffre en proposant aux grandes entreprises des programmes d'open innovation. Bah bien sûr. Non, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Donc, vous voyez, c'est sur en quoi on a fabriqué notre propre légitimité, parce qu'on a testé, on a expérimenté, on a évidemment tarifé petit à petit avec une évolution graduelle, mais qui doublait à chaque fois et à chaque programme. Et aujourd'hui, même si on facture les services finalement assez cher, je dois dire, pour ce qui se pratique par ailleurs, parce que souvent c'est pris en charge par d'autres financeurs, tels que la BPI, qui est ici présente aussi, ou d'autres, et bien non, on continue à pouvoir les tarifer. Mais là où ça devient intéressant, c'est que au-delà de cette feuille de route que je vous ai énoncée rapidement, on nous a dit aussi, il faut vous développer à l'international. Et vous allez donc établir des partenariats avec d'autres accélérateurs de par le monde. Ah, n'oubliez pas, il y a un axe majeur, c'est un axe sud. Il faut aller vers la Méditerranée et l'Afrique. Bon, ok. C'est ce qu'on a fait. Eh bien, le résultat aujourd'hui, c'est que le flux de candidats à l'accélération et à l'incubation AM nous vient principalement de la Méditerranée, de Tunisie et du Maroc. C'est-à-dire que le nombre de projets qui candidatent aujourd'hui est supérieur, qui vient de l'étranger, est supérieur aux projets locaux. Alors, est-ce que ça participe de notre légitimité? Est-ce que c'est une recette secrète? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un acteur, non pas incontournable, mais en tout cas notoire, sur ces deux zones géographiques que sont le Maroc et la Tunisie. Ça, c'était un premier point. Et enfin, un axe stratégique, puisque dans la question, il y avait l'axe stratégique. Oui, on a un axe stratégique de développement qui ressemblerait à une scalabilité de notre modèle. C'est finalement de licencier une méthode qui est la nôtre, que j'exposerai tout à l'heure, comme j'ai déjà dit. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes aussi tournés vers la chaire légitimité entrepreneuriale, non seulement pour travailler sur ces sujets complexes, dont on essaie de vous livrer aujourd'hui quelques clés de lecture, mais la stratégie, puisqu'on parle d'axe stratégique, ce serait effectivement de retrouver peut-être d'autres structures un peu comme la nôtre, qui nous ressemblent, en France ou ailleurs. Si c'est en France, plutôt sur des zones métropolitaines. Si c'est ailleurs, plutôt sur des villes qui ressembleraient à des métropoles, et qui utiliseraient, ou en tout cas qui sauraient adopter et adapter les méthodes qui sont les nôtres. Ça, ce serait l'axe stratégique. Je te remercie. L'appel est lancé. Du coup, je vais poser l'avant-dernière question à Amandine. Comment tu réagis face à ces différentes recettes secrètes et aussi au regard des recherches que toi tu as faites spécialement sur les structures d'accompagnement et leur légitimité? Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur comment on la travaille en tant que structure? Oui, donc peut-être quelques éléments pour prendre un peu de recul par rapport à ce qui a été dit, qui est vraiment très intéressant. Donc déjà, la légitimité, je pense que vous l'aurez compris, vu, ressenti, c'est quelque chose qui est complexe parce que ça dépend de plein de facteurs différents. Tout d'abord, je vous l'ai déjà dit, ça dépend d'audience. Donc on ne va pas être perçu de la même manière en fonction des personnes avec qui on s'adresse, avec qui on travaille, en fonction de si c'est un client, si c'est un entrepreneur qu'on accompagne, un financeur public, un financeur privé. Donc ça, c'est une première chose qui est hyper importante, et du coup, on ne va pas travailler la légitimité de la même manière en fonction de à qui on s'adresse.
Deuxième chose, et je trouve qu'il a été très bien dit par Laetitia et Franck, et je vais juste finalement poser des termes un peu plus peut-être recherche, prendre un peu plus de recul, c'est que la légitimité, c'est pas acquis à un moment donné, c'est un processus qui se travaille. Ça se travaille par de la remise en question, ça se travaille par des actions qu'on va mettre en place au sein de la structure d'accompagnement, qu'on a nous repéré au sein de nos travaux de recherche, par exemple tout ce qu'on fait avec l'accélérateur M. Globalement, en fait, il y a 3 clés qu'on a vu mobiliser, mais qui regroupent un grand nombre de possibilités d'action. La première clé qu'on va généralement mobiliser à la naissance de la structure, c'est une clé qu'on appelle, nous, identitaire, c'est-à-dire réfléchir à quelles sont nos valeurs, c'est notamment ce que Laetitia disait, à comment est-ce qu'on va travailler, c'est Franck ce que tu disais sur le triptyque coach, expert et mentor. On va réfléchir à donc finalement qui on est. Et donc quand on est à peu près quand on est seul dans la structure, globalement, on travaille seul sur ces éléments, mais quand on est un collectif, on va se mettre d'accord. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller voir l'écosystème, de les rencontrer, peut-être de s'ajuster aussi, et de nouer des premiers partenariats qui vont nous aider à trouver des porteurs de projets au sud de la Méditerranée et qui vont faire notre portefeuille demain de projets accompagnés. Et qui va nous donner aussi un peu plus de légitimité, parce qu'on partait de pas grand-chose sur cette identité qu'on projetait, où on n'a peut-être pas forcément en plus déjà accompagné des entrepreneurs, pas fait nos preuves en termes de pratique encore. Et donc les partenaires qu'on va trouver, ça va nous donner un peu plus de légitimité et une entrée dans l'écosystème. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à. Donc dernière clé qu'on trouve, c'est une clé qu'on appelle nous organisationnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se structure en interne pour vraiment accompagner les entrepreneurs. Quels sont les succès aussi qu'on va pouvoir mettre en avant, combien d'entrepreneurs on a accompagnés, la levée de fonds des entrepreneurs qui des fois aussi nous sert nous en tant à notre légitimité à nous, le nombre de financeurs qui nous suivent, peut-être aussi combien on facture nos services, si on fait de l'open innovation par exemple. Donc ça va être la dernière étape et qui va nous permettre une dernière étape, ou plutôt une clé qui arrive généralement en dernier et qui va être présente parce qu'on agit, qu'on a de l'expérience et qu'on réplique année après année, ou on modifie année après année notre accompagnement et nos services. La suite, c'est comme l'a dit Laetitia, c'est se remettre en question, c'est être à l'écoute de ce que dit l'environnement, de prévoir les attentes de demain, nos audiences, pour faire évoluer notre légitimité. Parce que la légitimité, c'est pas une courbe exponentielle ou une droite qui n'est que croissante. S'il y a des moments des accidents, un client ou un entrepreneur avec qui ça se passe mal et qui en parle avec l'écosystème, un partenaire qui s'était engagé, finalement qui se désengage. Et du coup, c'est s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait face à une perte de légitimité ou est-ce qu'on rebondit et on regagne en légitimité? Et après, c'est la maintenir, cette légitimité-là. Et ça passe par les collaborateurs qui sont de plus en plus expérimentés, qui peuvent même prendre le relais et demain prendre la suite de la direction de la structure. Voilà quelques clés. Moi, je rebondis sur le pendant négatif. Tu disais des entrepreneurs qui vont vivre une expérience qu'ils n'attendaient pas, ou du moins qui sont déçus de l'accompagnement. Je vais prendre plutôt le côté positif. C'est quelque chose qui a été dit sur d'autres tables rondes, c'est la légitimité de cœur, c'est-à-dire travailler aussi sur le fait que c'est les entrepreneurs qui vont faire du bouche à oreille, mais pour le coup en bien, et qui vont effectivement parler de leur expérience positive. Et cette légitimité-là, pour le coup, moi, elle m'interpelle et elle fait sens aussi, de se dire que c'est une dimension hyper intéressante pour travailler sa légitimité, finalement, que les entrepreneurs nous aident à la développer, quelque part nous accompagnent. Inception. Je n'attendais pas celle-là. Du coup, il est 10h17, nous sommes dans le bon timing. Je vous propose une dernière question avant de passer avec les échanges avec la salle qui pourront se prolonger autour du café. J'insiste vraiment sur cette question parce que moi, elle me tient à cœur quand je suis dans la salle. Je fais quoi de tout ça? Et lundi, je mets ça comment en place? Et je vous laisse répondre à cette question. Et je suis bien contente de l'avoir posée, de ne pas d'y répondre. Surtout que je ne l'avais pas lu en plus, donc je ne l'ai pas préparé du tout. Je pars du principe que, en postulat de base, j'ai une raison d'être définie dans ma structure.
je suis en l'animation là de l'équipe. Donc j'ai une raison d'être, j'ai donc du coup des éléments de valeur et je réinterroge régulièrement avec mon équipe X, Y, Z. Je suis un peu formée sur le sujet des différentes générations pour animer tout ça parce que sinon c'est très compliqué aujourd'hui. Il faut quand même avancer avec cette difficulté-là. Et je demande à toute l'équipe des X, Y, Z de réinterroger. Est-ce qu'on est légitime là-dessus? Est-ce qu'on n'est pas légitime? Pourquoi? Voilà. Donc une bonne discussion autour de la machine à café lundi matin. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place dès lundi, on peut commencer à travailler sur le sujet. Je pense, oui, je pense. En fait, je crois qu'ils y travaillent déjà. Nos collègues et autres alter ego ici, ils y travaillent déjà. Ils en ont peut-être pas conscience, mais ils travaillent au quotidien sur leur légitimité. Après, les outils, il y en a pléthore. Vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Moi, je vais défendre celui que j'utilise le plus, qui est le MVV. Donc, est-ce que vous avez bien défini votre mission, votre vision à plus long terme, donc ce qu'on exprime aussi par le futur désirable, et vos valeurs. Vos valeurs, on y vient tout le temps, mais les valeurs, c'est ça, la raison d'être, c'est aussi ce qui vient synthétiser la mission et la vision. Donc, travailler à minima là-dessus, et bien le partage, déjà le travailler en équipe avec vos collaborateurs ou avec votre direction si vous êtes vous-même collaborateur, et puis bien le formuler. Nous on a eu du mal, d'ailleurs encore aujourd'hui, je suis pas encore satisfait de la formulation qui est la nôtre, mais c'est sous forme de motto, donc il apparaît d'ailleurs sur le site internet. C'est on l'a traduit par une phrase qui est donc accélérer la métamorphose entrepreneuriale des territoires pour une société qui serait plus inclusive, responsable, créative, innovante et solidaire. Waouh! Bon, les valeurs, vous les avez, vous les avez. C'est l'inclusion, c'est la responsabilité, c'est la créativité, c'est l'innovation et c'est la solidarité. Ce sont les 5 valeurs qu'on défend. En fait, on essaiera, pour chacune des actions qu'on décidera de mettre en œuvre, on essaiera de correspondre à une ou plusieurs de ces valeurs. En tout cas, de les respecter et de les faire bien apparaître. Ensuite, la mission, c'est cette accélération de la métamorphose entrepreneuriale des territoires. J'ai assisté hier à la table ronde sur la responsabilité territoriale. La responsabilité entrepreneuriale des territoires et celle des entreprises qui seraient plus territoriales, puisque les entreprises, finalement, on attend aujourd'hui qu'elles aillent plus loin que la RSE, qui sont un peu du bashing, disons-le, et que dans leur ancrage territorial, elles viennent elles aussi jouer un rôle sur la structuration et le développement du territoire dans lequel elles s'inscrivent. Mais sans aller sur ce champ-là, c'est juste de dire que pour nous, la mission, elle est là, et la vision, ce serait finalement une société qui correspondrait plus à ces valeurs-là, en s'appuyant sur la mission elle-même. Donc, lundi, mardi, la semaine prochaine, le mois prochain, réfléchissez à votre mission, à votre vision, à votre futur désirable, à votre raison d'être, et surtout, établissez clairement les valeurs pour bien les partager et avec vos collaborateurs, et avec vos entrepreneurs, et surtout avec vos partenaires. Amandine? Avant de passer à Amandine, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, parce qu'elle est trop modeste pour en parler, mais la chaire a quand même obtenu à l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation un prix, et elle va nous dire lequel. Un prix pour le travail qu'on a fait avec l'accélérateur M sur la question de la légitimité, comme quoi ça intéresse beaucoup effectivement les chercheurs aussi aujourd'hui, cette question-là. Voilà, au niveau international complètement. Donc effectivement, on peut être fier de ça. Donc, je suis pas sûre. Vas-y, je t'en prie. Du coup, si la question de la légitimité, c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous inviter à vous rapprocher de nous, la chaire légitimité entrepreneuriale. On peut discuter avec vous avec plaisir de ce sujet-là, et n'hésitez pas aussi à venir du coup à la masterclass que j'anime, les 2 masterclass, une des 2 que j'anime tout à l'heure, si vous voulez en savoir un peu plus et voir, ça peut être utilisable pour vous, vos équipes ou les entrepreneurs. Et moi j'ajouterais, parce que c'est plus facile de parler en dernier, si on peut se poser la question des structures, peut-être lundi, commencez vos rendez-vous avec vos entrepreneurs à poser ces questions-là à l'entrepreneur, quelles sont ses valeurs, et ça peut être aussi une bonne manière de démarrer. Je vous remercie de nous avoir écouté parler de bon matin. Et il nous reste quelques minutes si vous souhaitez poser des questions.
et il y en a déjà une, et je vais me lever pour poser le micro, parce que je ne sais pas très bien lancer. On va éviter de blesser quelqu'un. Bonjour, je suis Dominique Vian, professeur en entrepreneuriat. Merci pour la table ronde, merci pour la qualité de vos échanges, j'ai trouvé vraiment très riche, donc un grand merci. Je reviens sur la définition que vous avez donnée de la légitimité, comme effectivement étant une sorte de... alors je ne sais plus le terme en fait, mais c'était un écart en tout cas, en fait une cohérence, voilà, c'est ça, une cohérence entre en fait, on pourrait presque dire une compétence désirée, une compétence perçue d'un individu. Et en fait, ça me paraît être une définition très transactionnelle de la relation humaine. Et moi, je préférerais parler de légitimité sur ce que ça fait, en fait, ce que ça produit. Et en fait, c'est une capacité, et c'est une capacité qui crée les conditions de l'engagement de parties prenantes. Et je trouve que c'est souvent intéressant. Alors, il n'y a pas une définition, mais évidemment, mais je trouve que c'est intéressant de dire ce que ça fait, la légitimité. C'est une capacité qui permet l'engagement des parties prenantes dans un projet. Alors ensuite, vous avez beaucoup insisté sur la question de l'identité, et c'est normal parce que finalement, la question de légitimité, c'est la question de qui je suis, à travers l'identité de l'entrepreneur et l'identité évidemment de la structure, puisqu'on a parlé des deux. Il me semble qu'il faut aussi ajouter la dimension du projet en tant qu'idée. Alors évidemment, elle n'est jamais déconnectée de l'identité, mais néanmoins, vous avez, si vous voulez, des idées qui ne sont pas socialement admises. Et donc, ça veut dire que quelque part, on peut avoir des problèmes d'adoption de ces projets par rapport au fait qu'il y a une recevabilité de l'idée, quelque part, qui peut heurter des croyances. Voilà. On n'en a pas parlé, ça me paraît être une dimension supplémentaire qui peut s'ajouter. Il y a aussi une sorte de... J'en ai plusieurs... en ce qui concerne donc la perspective de la légitimité sur l'idée, mais il y en a une autre qui me paraît intéressante aussi, c'est le syndrome du NIH. Alors NIH, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le non-invented here, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours autour de l'idée, c'est la capacité d'avoir une idée que votre interlocuteur était censé avoir eue quelque part. Donc il y a un rejet naturel. Donc il y a une dimension en psychologie sociale qui est assez intéressante et qui pourrait enrichir la dimension de l'identité, la dimension de la légitimité qui est effectivement essentielle sur la question de l'identité, mais pas exclusive. Voilà, c'est ça mon commentaire. Effectivement, le sujet est vaste et pourrait faire l'objet d'autres tables rondes auxquelles on pourrait vous inviter l'année prochaine pour apporter votre regard. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit de la part de Dominique ? Je ne peux que répondre à mon ami Dominique, qui ont participé à l'élaboration d'une méthode qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Et il en a d'autres, puisque aujourd'hui il dédicace aussi son livre, il nous fera tout à l'heure une masterclass sur l'effectuation. Dominique, tu as complètement raison de souligner que le spectre qu'on a présenté n'est peut-être pas assez large et qu'on pouvait l'élargir évidemment au-delà de l'identité à ce que tu disais. C'est pas exclusif sur l'identité. Par rapport au projet, puisque tu as aussi cité le projet, j'ai cet exemple qui me vient où j'avais un porteur qui était tout à fait légitime pour porter son projet de food tech. C'était l'agroalimentaire et c'était basé sur de la viande de chameau. Alors la recevabilité en Europe, tu vois, de la viande de chameau importée d'Australie, où là-bas on est obligé de les tuer parce qu'il y en a trop, voilà, c'était pas légitime de poursuivre un tel projet sur des bars, c'est des bars en fait à consommer comme ça de viande sèche. Il n'y avait pas légitimité à implanter et à développer un projet comme ça en France parce qu'il n'y avait pas cette recevabilité dont tu as parlé. Donc évidemment, ce que tu as souligné s'applique et on en tiendra peut-être compte dans une prochaine table ronde à laquelle on aura ce plaisir de t'inviter. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas ? Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, merci Franck d'avoir rappelé qu'on n'était à jamais les premiers, comme on dit chez nous. Je voulais revenir sur plusieurs points parce qu'effectivement, en termes de légitimité, avant d'aborder la légitimité et d'être ce qu'on avait abordé déjà l'année dernière, au dernier congrès, le mouton à 5 pattes que nous sommes, je voulais rajouter aussi la passion, qui est quand même une chose qui
qui répond réellement à une attente d'apport des porteurs de projets. Mais avant tout, c'est vrai que j'ai eu il n'y a pas très longtemps de la part d'un ami chef d'entreprise qui m'a posé la question en disant, après une défaite de l'OM et un apéritif un peu trop appuyé, qui est chef d'entreprise lui-même, et qui m'a dit, mais comment tu peux accompagner des chefs d'entreprise alors que tu n'es pas chef d'entreprise toi-même? Donc je lui ai répondu comment un cancérologue peut soigner le cancer n'ayant pas eu lui-même. Donc il y a plusieurs choses derrière qu'on peut aborder sur ce sujet-là. Et je voulais amener aussi sur la légitimité, parce qu'aujourd'hui il y a une grande variété d'accompagnements. Et lorsqu'on voit le nombre de créations d'entreprises, le nombre de personnes qui poussent nos portes, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes, mais j'ai pas, peut-être que dans vos études vous l'avez fait, c'est savoir combien de gens ne pensent pas à nous, et parce que justement ils pensent qu'on n'est pas légitime pour les accompagner, et comment faire pour effectivement les faire venir et pousser nos portes. Ça, c'est déjà une première chose que je voulais aborder par rapport à ça. Et à l'intérieur, effectivement, lorsqu'on arrive à être devant eux et qu'on arrive à définir qu'on est ce mouton à 5 pattes, qu'on connaît l'écosystème, qu'on est leur épaule, qu'on a la technicité, qu'on a la passion de les accompagner, comment arriver à aussi, puisqu'on n'est pas quand même des spécialistes du syndrome de l'imposteur, qu'on retrouve aussi bien chez les femmes, mais que j'ai connu aussi chez des hommes, à dépasser effectivement ces ancrages qui ne viennent pas forcément de l'environnement proche, mais qui viennent aussi, comme disaient les premiers accords de Toltec, de tout le parcours de vie qu'on a pu avoir avant, puisque c'est des exemples très précis que j'ai eus où des personnes ne se sentaient pas légitimes, malgré qu'elles avaient fait déjà ça dans leur métier en tant que salariées. Elles ne se sentaient pas légitimes à titre personnel maintenant de pouvoir le faire, alors qu'il n'y a que le nom qui change, finalement, au niveau de l'étiquette qu'il y avait au départ. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pouvait aborder, qui n'ont pas été allés plus loin dans votre approche aujourd'hui, et je voulais avoir votre avis par rapport à ça. J'ai juste donné le chiffre. Globalement, sur le seul chiffre que j'ai qui vient de l'INSEE, on est à 30% des porteurs de projets qui sont accompagnés. Je ne sais pas si c'est celui que vous aviez en tête. Donc voilà, qui commence à dater un peu. Et... Oui, c'est le chiffre qu'on a tous. Mais justement, il n'y en a que 30% qui poussent nos portes. Mais dans les 70% qui ne poussent pas nos portes, il y a plusieurs critères pour le fait, les raisons qui ne viennent pas. Moi, je voulais savoir quel était le pourcentage, si on pouvait l'avoir, de personnes qui ne poussent pas nos portes parce qu'ils ne se sentent pas légitimes de les accompagner. Un peu comme mon copain qui me disait que je n'étais pas chef d'entreprise, pour comment on pouvait les accompagner. Il y a certains parce qu'ils préfèrent rester dans le milieu familial, il y en a qui se disent au-dessus, ils ont besoin de personne. Bref, on a plusieurs variétés de personnes qui créent sans forcément pousser nos portes, mais combien sont-ils ceux qui pensent qu'on n'est pas légitime pour les accompagner? C'est là où effectivement, par rapport à du questionnement autour de moi, je suis arrivé à voir certaines personnes qui pensent ça, qu'on n'est pas légitime. Après, tu parlais de nos 400 ans d'accompagnement, mais justement, il y a cette notoriété institutionnelle où les gens, on sait comment ça se passe en France, et tu l'as bien dit, que tu as plus de porteurs de projets internationaux qu'ici, parce que effectivement, les structures institutionnelles ou autres, ils disent ça rase à pâquerette, est-ce qu'ils ont vraiment de valeur pour nous accompagner? Donc il y a ce côté psychologique où ils ne vont pas pousser la porte, ou effectivement il y a aussi le fait qu'il y a tellement de variétés et qu'ils ne savent plus qui aller voir. Est-ce que c'est des couveuses? Est-ce que c'est des incubateurs? Est-ce que c'est des réseaux d'accompagnement? Est-ce que c'est des pépinières? Voilà ce que j'entends sur le terrain. Je ne pourrais pas, moi en tout cas, Laetitia, je lui donnerai le micro, répondre à toutes les problématiques que tu soulèves, André, mais sache une chose, c'est que il y avait, rappelle-toi d'ailleurs, je l'avais utilisé à Marseille, il y avait un indice entrepreneurial que les Québécois avaient inventé, qu'ensuite la Caisse des dépôts et consignations s'était approprié, qui est tombé un peu, qui n'est pas utilisé malheureusement, dans lequel on pouvait aussi classer les intentionnistes, les intentionnistes de création d'entreprise, donc de catégoriser et de faire de la statistique sur ces populations qui sont grandissantes en France. On voit bien l'essor de l'entrepreneuriat dans notre pays, on bat les records d'année en année, c'est peut-être un peu compliqué. Je te rejoins complètement dans la passion dont tu parles. Après, qu'on ne soit pas perçu par tout le monde comme légitime à accompagner les projets, est-ce que c'est finalement un véritable problème? À partir du moment où les 30% dont tu parles, c'est une proportion qui continue à grandir, tu vois. Donc s'il y en a demain 65% qui ne viennent pas pousser les portes des réseaux d'accompagnement, est-ce réellement un problème? Ils sont accompagnés par ailleurs ou ils ne le sont pas du tout? De toute manière,
Ce qu'on doit viser, c'est peut-être à essayer de réduire, ou en tout cas de diminuer le taux de mortalité des entreprises. On voit que dans certaines régions, le taux de mortalité a baissé, de disparition et de fermeture. Bon, on vient de sortir d'une grosse crise sanitaire qui n'a pas aidé aussi à faire survivre les entreprises. Mais dans tous les cas, ce que tu soulèves est trop large pour que ça ait pu être traité ici dans cette table ronde. On aurait bien aimé. Après, on a essayé de faire montre de ce qu'on savait faire, de ce qu'on pratiquait dans nos quotidiens, et surtout de mettre en exergue le travail fantastique fait par la chaire au niveau académique et scientifique, et quelque part comment ça pourra un jour venir répondre à d'autres questions que tu poses aujourd'hui. Merci. Alors, Marie-Hélène est passée, donc cela annonçait les dernières minutes de la table ronde. Je te laisserai conclure, mais juste pour dire qu'effectivement, il y a un café et qu'on va tous reprendre des forces. On va pouvoir continuer de parler de cette question. Il y a une soirée ce soir où on peut aussi continuer à parler de toutes ces questions-là autour d'un verre, pour celles et ceux qui le souhaitent. Merci, du coup, merci à tous. Bon café et bonne masterclass.